Il a passé 15 ans à disséquer les politiques économiques françaises. Ses analyses font régulièrement exploser les compteurs des plateaux télé. Il est devenu l'une des voix les plus écoutées et les plus redoutées du débat public. Économiste, professeur, auteur de best-sellers, membre des économistes atterrés, il s'est imposé comme le poil à gratter de la pensée économique dominante. Et dans ses derniers travaux, il dresse un constat sans filtre. Dette, fiscalité, crise des services publics, perte de souveraineté, la France est en train de jouer avec le feu. Aujourd'hui, je reçois Thomas Porcher, l'un des économistes les plus francs du pays, qui n'a jamais hésité à défier les discours officiels. Bonjour Thomas. Bonjour. C'est la première fois que tu fais un podcast ? Non, j'ai déjà fait des podcasts à l'époque avec Magellan. J'avais une série de podcasts qui s'appelait Ecosnack. Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, au moins 6 ans. C'est que toi, tu es plutôt un habitué des plateaux télé pour le coup. Oui, c'est vrai. Mais du coup, on a 1 heure, on va pouvoir parler déjà de ton parcours, de ce qui t'a forgé, mais aussi de ta vision de la France, de l'Europe, de l'innovation, des sujets sur lesquels tu es devenu incontournable en fait. Oui, c'est vrai qu'on m'interroge beaucoup sur ces sujets-là dans les médias, c'est vrai. Je te propose de démarrer déjà par la première partie, qui est déjà sur ton parcours. J'ai vu que ton père était d'origine vietnamienne, ta mère italienne. Comment tu as vécu avec cette double culture ? Alors moi, comme j'ai grandi dans le 93, j'ai grandi dans un endroit où il y avait quand même un mélange des origines. Donc, je ne l'ai pas vécu comme un problème, c'était pour moi la norme. En réalité, moi, j'ai toujours grandi et vécu dans des endroits où il y avait une forte population qui avait des origines étrangères. Donc, pour moi, la France, d'entrée de jeu, c'était cette France-là. Donc, j'ai pas eu vraiment de problème. Mais mon père est né au Vietnam, ma mère est d'origine italienne. Ils se sont rencontrés en Seine-Saint-Denis dans le 93. Donc, j'ai jamais eu de problème là-dessus. J'ai plutôt vu ça comme une richesse, mais pas non plus une richesse supérieure au fait de ne pas avoir des origines étrangères. J'ai plutôt vu ça comme quelque chose de sympathique et de normal. D'ailleurs, tu as fait aussi tout ton parcours dans l'économie. Est-ce que c'est une passion de base quand même ? Alors non, c'était pas du tout une passion. J'ai mis du temps à aimer l'économie. En fait, je crois que je me souviens de tout mon lycée. J'ai eu qu'une seule note au-dessus de la moyenne en économie. C'était 11 en seconde à mon premier contrôle. Après, j'ai tout le temps eu sous la moyenne ou juste la moyenne. Je crois que j'ai eu 10 au bac. C'est venu vraiment à partir du master, la passion. Mais avant, j'ai eu du mal. Je voulais faire plein d'autres choses. J'avais plein d'idées dans ma tête. Je voulais monter des entreprises, des choses comme ça. Et puis au bout d'un moment, il y a eu un déclic et j'ai apprécié l'économie à partir du master. Mais pourquoi tu as fait du coup un doctorat sur les revenus pétroliers et la pauvreté au Congo ? En fait, quand j'ai fait mon programme... alors déjà, j'ai vécu 1 an au Vietnam quand j'étais jeune et j'ai vu ce qu'était un pays en développement. Et puis quand j'ai fait mon Erasmus à l'université, je l'ai fait dans un pays en transition qui sortait du communisme, qui était la Hongrie à l'époque. En 99, ça faisait 9 ans qu'ils étaient dans l'économie de marché seulement. Et donc j'ai vu ce que c'était des pays qui étaient soit émergents, soit en transition. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre pourquoi certains pays n'arrivent pas à se développer et pourquoi d'autres pays se développent. C'est pour ça que j'ai fait ma thèse sur un pays pauvre qui avait du pétrole, donc considéré comme un avantage, et qui n'arrivait pas à se développer. Voilà, c'est ça qui m'a amené au Congo. Mais est-ce que du coup les matières premières ont condamné l'Afrique ? Oui, elles ont... Alors, pas que les matières premières. C'est pas le fait d'avoir une matière première qui condamne un pays, bien que aujourd'hui 50% des pauvres vivent dans des pays pétroliers. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de règles économiques qui font qu'aujourd'hui, développer un pays comme le Congo est très difficile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Congo, en fait, il n'exporte quasiment que du pétrole. 93%, 95% de ses exportations. Et ça, c'est pas un choix, c'est des conditions qui ont été imposées notamment par le FMI quand il vient en aide. Ils se disent se spécialiser sur les biens à l'export. Donc, ils exportent du pétrole dont ils ne maîtrisent pas le prix, parce que le prix est déterminé sur les marchés internationaux, dont ils ne maîtrisent pas les volumes, parce que c'est des compagnies étrangères privées qui exploitent le pétrole au Congo, et dont ils ont une asymétrie d'information dans la négociation du contrat du partage de la rente pétrolière. Donc finalement, leur économie est basée sur quelque chose dont ils n'ont pas le contrôle. Et dans ces conditions-là, c'est très très difficile de développer un pays. Mais à quel moment, toi, tu t'es dit « je dois prendre la parole dans le débat public » ? En fait, j'ai fait un premier livre justement sur ça, sur le pétrole et le développement. Et on m'a interrogé dans les médias et j'ai trouvé ça intéressant de prendre la parole. Au début, c'était plutôt sur l'énergie. Puis petit à petit, j'étais sur d'autres sujets qui me tenaient à cœur, notamment avec les économistes atterrés, la question de la dépense publique, de la dette, de l'austérité. Et je trouvais ça intéressant de porter un autre discours parce que pour moi, quand j'étais étudiant en économie, il y avait quand même un discours qui était quand même largement dominant dans les médias. D'ailleurs, tu es aussi ceinture noire de karaté. Ouais. Est-ce que tu t'en sers pour mettre des KO en débat ? Non, alors oui, le karaté m'a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé très jeune. J'ai même été champion de Seine-Saint-Denis. J'ai fait le championnat de France. Ce que m'a appris mon prof de karaté, c'était la répétition. Il fallait pas hésiter à répéter des choses que j'ai fait aussi
dans mes préparations d'examen où j'ai répété des exercices, etc. Et aussi à toujours trouver un petit peu des failles. Et c'est vrai que finalement, l'économie dans le débat, c'est un peu un combat d'idées. Il faut toujours trouver des failles pour rentrer, pour aller chercher. Et puis parfois, comme dans tous les combats, il arrive qu'on se prenne un mauvais coup parce qu'on n'a pas vu venir un coup. Et ça fait partie du jeu. Voilà. Quand on monte sur un ring, on prend un risque. Quand on va dans un débat économique, on prend également un risque. Parfois, on peut gagner. Parfois, on peut perdre. Parfois, on peut être très bon. Parfois, on peut être moins bon. On ne peut pas être tout le temps constant. Mais d'ailleurs, tu as aussi fondé le parti politique, donc Place Publique, avec Raphaël Glucksmann. Ouais, Mais est-ce que c'est aussi le rôle des économistes de s'engager politiquement à ce point ? Alors, vous savez, quand vous êtes un économiste médiatique, les politiques viennent vous chercher. C'est le cas de tous les économistes. Vous prenez un économiste comme Robin Rivaton, il a fait la campagne de Fillon, il a fait la campagne de Bruno Le Maire. Vous prenez tous les économistes un peu médiatiques, à un moment, des politiques viennent les consulter et certains peuvent être tentés, même des intellectuels comme Dominique Régnier, le politologue, il a été tenté à un moment de s'engager à droite. On peut être tenté par une aventure politique. Moi, c'était à l'époque, Cécile Duflot m'avait contacté, j'avais fait plus ou moins des fiches pour Benoît Hamon sur la transition écologique, avec Aurore Lalucq d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai rencontré Raphaël Glucksmann, donc je me suis dit pourquoi pas monter cette aventure. C'était en 2018, mais maintenant la politique ne m'intéresse plus du tout. J'ai fait un essai comme ça, mais c'est pas un univers qui me convient. Le Covid a changé beaucoup de choses sur ma manière de voir les choses, et je me vois pas aujourd'hui, pour être parfaitement honnête, assister à une réunion à 20h où on va parler de choses. Je préfère être avec mon fils et profiter de la vie. Ah, c'est pour ça que tu as quitté Place Publique, du coup. Place Publique, je l'ai quitté parce que, en fait, il y a eu une association entre Raphaël Glucksmann et le PS, et ce qui n'était pas la ligne de départ, à mon sens, de Place Publique. Et d'ailleurs, je ne suis pas un des seuls fondateurs qui l'a quitté. 50% des fondateurs, à l'époque, l'ont quitté suite à cette alliance. Il n'y a pas une pub, là ? Il y a une pub. Mais je ne sais pas si on la voit un peu dans l'écran. Non, je pense que... De toute façon, on met la ouais, je sais. La plupart du temps. Ouais. J'éteindrai, tiens, ça bouge d'un coup derrière moi, je comprends. Ça va, ça te va là? Ouais, c'est super. Ouais, c'est un peu pour... Ouais, on présente, après on y va, on se rodait. Parfait. Donc, en fait, t'étais pas... donc, t'as juste rejoint les économistes intéressés, c'est ça? Ouais, j'ai rejoint. Ouais. Au tout début ou pendant? Non, je l'ai rejoint quand même bien 5 ans, 6 ans après. Ah bon, ok. Je sais pas pourquoi j'ai vu... Ouais, il y en a qui ont dit ça, mais bon. C'est pour ça qu'il faut acheter YouTube Premium. Ouais. C'est plutôt bien. C'est ultra rentable. Moi, je l'ai pris. Vous pouvez le prendre dans un pays étranger avec un VPN. Ça coûte moins cher. Ah bon, d'accord. C'est une astuce. Mais ok, ouais, intéressant. Mais c'est qu'Aurore, très sympa. Très sympa. Hyper sympa. C'est brillante. Ouais, bien aimé. Tu es aussi membre de l'association donc Les Économistes Atterrés. C'est quoi le but? Alors, les économistes atterrés se sont créés en 2010 suite à l'application des politiques d'austérité en Europe. Et donc, ils ont dit, voilà, nous sommes atterrés par ce type de politique parce qu'elles vont freiner la croissance, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que la zone euro allait fabriquer une crise sur la crise américaine. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. La majorité des fondateurs étaient soit des gens qui avaient été mes professeurs ou des gens que je connaissais très bien. Donc, moi, j'ai soutenu tout de suite cette association. J'ai trouvé que leurs travaux étaient brillants. Et en 2016, ils m'ont demandé de les rejoindre. Donc, je les ai rejoints et j'y suis toujours. Je trouve ça très, très, très sympathique parce qu'on partage énormément d'informations. On a pas mal de débats entre nous et c'est très constructif. Voilà. Mais on est un parti de critique des politiques libérales. Mais sur un certain point, nous avons eu raison. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la politique d'austérité appliquée en 2010, mais tout le monde, y compris Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, tout le monde reconnaît que ça a été une erreur et que ça a freiné la croissance économique en zone euro. Alors que les États-Unis sont revenus très rapidement à leur niveau de richesse d'avant-crise. En 3 ans, nous avons mis 10 ans dans la zone euro à revenir à notre niveau de richesse d'avant-crise. D'ailleurs, on va y revenir un peu après. Mais d'ailleurs, toi, tu as aussi écrit plein de livres. Duquel t'es le plus fier? Je pense que le meilleur, c'est le traité d'économie hérétique. C'est le meilleur. D'ailleurs, il a été traduit en japonais. Il est sorti en Amérique latine avec un certain succès. En Espagne, en Italie. Là, il va être traduit en portugais. Donc, c'est le livre qui a le mieux marché. Il est sorti à un moment où on avait besoin d'un autre discours. Il a été beaucoup mis en avant par les Gilets jaunes à l'époque. Donc, c'est pour moi, c'est le meilleur livre que j'ai fait. C'est celui dont je suis le plus fier. Après, la BD qu'on a fait récemment est aussi pas mal. L'économie pour les 99%. C'est un autre format, mais le traité a vraiment eu un succès qui a dépassé les frontières françaises. Ok, du coup on va pouvoir passer maintenant au gros sujet. Tu dis souvent que la dette est un épouvantail qu'on agite pour imposer l'austérité. Pourquoi la dette française ne t'inquiète pas autant que les autres économistes? Parce que vous regardez ce qui s'est passé cette année. Regardons ce qui s'est passé juste cette année, qui est la pire année. Pourquoi c'est la pire année? Parce que nous avons une instabilité politique. Nous avons un mal fou à faire passer un budget. Nous nous sommes trompés sur des prévisions
de déficit, hein, et nous avons eu un déficit qui a été supérieur à ce qu'il avait été estimé. Donc nous avons fait des erreurs de calcul. Et malgré tout ça, qui est quand même une situation qui n'est pas du tout favorable, malgré tout ça, nos titres de dette sont partis extrêmement facilement et nous avons toujours plus de gens qui demandent nos titres de dette que nous vendons de titres. Donc ce qui veut dire que la dette française est très demandée. Et vous savez, moi je regarde les critères importants. Les critères importants, c'est est-ce que notre titre de dette part rapidement ? Oui. Est-ce que les taux d'intérêt sont très élevés ? Non. Ils ont légèrement augmenté, c'est vrai, mais ils sont inférieurs à ceux qu'on avait dans les années 90. Et quand on regarde la charge de la dette en pourcentage de PIB, ça a augmenté, mais c'est en dessous de ce que nous avions dans les années 90. Donc ça, c'est les 2 critères les plus importants, de court terme. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et le 3e critère qui est important, c'est est-ce que notre patrimoine public couvre notre dette publique ? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vendre le patrimoine public pour rembourser la dette. C'est juste, en comptabilité, vous avez un passif et un actif. Et cet actif, ce patrimoine, est le garant de la stabilité de la dette à long terme. Et aujourd'hui, force est de constater que nous avons un actif qui dépasse le passif. Donc nous ne sommes pas dans la situation d'un pays, comme il y a beaucoup de pays en développement qui sont dans ce cas-là, où ils ont une dette de quelques dizaines de milliards, donc très loin de la nôtre, mais qui font défaut parce qu'ils n'ont pas d'actifs en face. Donc les 3 éléments, pour moi, sont là, et à partir du moment où ils sont là, la dette n'est pas un problème, c'est quelque chose de sérieux, il faut regarder son évolution, etc. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un danger mortel, comme nous l'a dit François Bayrou. Sur le long terme, elle est soutenable parce que nous avons ces actifs, et sur le court terme, rien n'indique qu'il y a un problème de refinancement de notre dette. Mais les intérêts de la dette augmentent année après année, c'était 58 milliards l'an dernier. Il va falloir quand même la rembourser, cette dette, à un moment donné. Alors, attention, les intérêts en milliards, vous savez, c'est ce que j'appelle, moi, les effets Dracula. Vous me mettez là, vous me dites 50 milliards, et puis après, on va dire 70 milliards, et tout le monde a très peur. Il faut toujours regarder une dette en pourcentage de PIB, c'est-à-dire en pourcentage de la richesse. Il faut toujours regarder les intérêts de la dette en pourcentage de PIB, c'est-à-dire en pourcentage de la richesse que nous créons chaque année. Et quand on regarde ces intérêts de la dette en pourcentage de PIB, ils redépassent un peu les 2%, mais ils sont beaucoup plus faibles que dans les années 90. Donc à partir de ce moment-là, la situation aujourd'hui est meilleure que la situation que nous avons vécue dans les années 90. Il faut le dire. Mais une situation avant l'euro, du coup ? Oui. Mais donc, à l'époque, on pouvait facilement dévaluer le franc, où on avait ces genres de politiques qui permettaient aussi de lutter plus facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais c'est complexe, on devait quand même. Il y avait des mécanismes de convergence pour entrer dans l'euro. On ne pouvait pas faire n'importe quoi avec notre monnaie, hein. Surtout dans les années 90. Mais la dette d'un État, en fait, l'important, c'est qu'elle roule, cette dette. C'est qu'on puisse la refinancer. C'est ça. Allez voir les Américains et demandez-leur s'ils vont rembourser leur dette. Ils ont une dette publique plus élevée que la nôtre. Allez voir les Japonais, demandez-leur s'ils vont rembourser leur dette. Les Grecs, les Italiens, ils ont des dettes aussi plus élevées que la nôtre. Donc, effectivement, nous faisons partie dans les classements des élèves avec un certain nombre de pays que je viens de citer qui ont des dettes en pourcentage de PIB parmi les plus élevés. Mais est-ce que la situation est grave ? Non. La situation n'est pas grave pour le moment. Et tous les gens qui ont fait des scénarios en nous disant que le FMI allait venir, que la BCE allait venir, qu'on était en danger de mort, les faits, jusqu'à aujourd'hui, les ont démentis. Donc plutôt que de s'attacher et de prendre un temps fou à vouloir gagner quelques milliards à droite et à gauche pour réduire la trajectoire de cette dette, pensons plutôt à l'avenir et regardons les secteurs qui vont nous permettre de relancer la croissance. Parce que la dette, on ne la diminuera pas en faisant des économies, mais en relançant la croissance, parce que cette dette est libellée en pourcentage de PIB. Donc la vraie question de la dette n'est pas son remboursement. C'est pas son remboursement. C'est le fait qu'on puisse se refinancer et qu'elle roule. C'est ça la vraie question. Justement, tu parlais d'avenir. Aujourd'hui, la dette qu'on fait, c'est pas pour financer l'avenir. C'est souvent pour financer les retraites ou la sécurité sociale, mais on n'investit pas dans les industries d'avenir. Est-ce que finalement, on sacrifie pas un peu les nouvelles générations pour financer le passé qui a échoué ? Non, ça c'est faux. Enfin, à mon sens, c'est faux. Déjà, il faut vraiment voir ce qu'on appelle un investissement et une dépense. Par exemple, moi, la dépense dans l'éducation, est-ce que c'est un investissement ou une dépense ? Certains vont dire c'est une dépense. Pour moi, c'est un investissement. L'éducation, c'est un investissement. L'hôpital, est-ce que c'est une dépense ou un investissement ? Pour moi, c'est un investissement. Je veux dire, vous êtes beaucoup plus productif au travail si vous êtes en meilleure santé. Donc déjà, c'est... Voilà. Après, sur la question des retraites. Effectivement, on a une trajectoire démographique pas extrêmement favorable, mais peut-être pas aussi pire qu'on le dit, mais bon, pas extrêmement favorable. C'est vrai. Il faut attendre de voir quand même... il faut attendre de voir ce qu'on appelle la descendance finale. C'est-à-dire que la descendance finale, c'est le nombre d'enfants qu'aura une femme à 50 ans. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que le nombre d'enfants qu'a une femme à 40 ans, on est légèrement en dessous de 2. Il faudrait voir ce qu'il y a à 50 ans. Donc, il faudrait essayer de voir, pour être sûr à 100%, est-ce que c'est un effet conjoncturel ou
ou est-ce que c'est un effet structurel? L'Italie, c'est un effet structurel. C'est un pays qui vieillit sans qu'il y ait une réhausse de la natalité. En France, nous avons vieilli, mais nous avons par exemple des hausses de natalité, parfois en début des années 2000, ce qui fait que nous avons eu plutôt des vagues. Là, c'est vrai que les derniers chiffres qui sortent nous disent que nous rejoignons plutôt l'Italie. Et c'est possible, hein, parce que pour plein de raisons, c'est Mais possible. tous les pays du monde, c'est ça. Hein. La natalité s'effondre dans tous les pays du monde. Tous les pays riches. Même en Chine, hein. Enfin, on reste Ouais, bloqué exactement. à 1. En Chine, Je crois alors, que l'Inde, ils sont à 2 maintenant. C'est quand même que tous les pays, c'est quand même, on va vers ça. À long terme, tous les pays feront une transition. Et ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Mais ça touche principalement, en général, les pays riches en premier, le Japon, l'Italie, et probablement peut-être la France maintenant. Mais faut être sûr que ce soit vraiment structurel et pas conjoncturel à 100%. Là, il y a encore, à mon sens, un débat. Mais si la population vieillit, la vraie question de fond, c'est quelle part de la richesse nous consacrons à cette population? Est-ce que nous voulons qu'ils travaillent plus? Le débat est ouvert, il a déjà été ouvert. Est-ce que nous voulons diminuer les pensions? Le débat est ouvert, il a déjà été ouvert. Après, il y a un troisième débat. Est-ce que nous voulons consacrer une plus grosse partie de la richesse créée au financement des retraites? Parce que si ce n'est pas finalement le public et le système par répartition qui finance les pensions, après, ce sera soit nous, moi, par exemple, moi, je gagne bien ma vie. Si mes parents n'avaient pas de retraite, je devrais ressortir un SMIC supplémentaire, donc je m'appauvrirais pour payer la retraite de mes parents. Ou sinon, je dirais à mon père d'aller travailler. Voilà. Et si nous n'avons pas de moyens, ils seront obligés de travailler ou ils tomberont dans la pauvreté. Donc nous avons un système aujourd'hui qui a permis, et vraiment ça, il faut se féliciter de ça, qui a permis de sortir les seniors de la pauvreté. Je veux dire, c'est les 80 ans de la sécurité sociale. La grande victoire, c'est que chez nous, nous avons le taux de pauvreté des retraités le plus faible au monde et c'est une bonne chose. Après, pour la suite, c'est est-ce que nous voulons individualiser les choses, ce système-là? C'est-à-dire, c'est moi qui paye pour mes parents et si je n'ai pas les moyens, ils vont travailler. Ou est-ce que nous voulons continuer comme ça? Et dans ce cas-là, il faudra consacrer, c'est-à-dire cotiser dans la joie, consacrer une plus grosse partie de la richesse aux vieux. C'est un débat qui doit être ouvert et qui doit être traité sur un pied d'égalité. Or, on écarte toujours la partie augmentation des cotisations. Oui, mais le problème, c'est que du coup, il y a de moins en moins de jeunes, il y a de plus en plus de retraités, et donc on demanderait aux jeunes de faire toujours plus d'efforts pour financer les retraités. Et donc finalement, si on donne de l'argent aux retraités, on enlève auprès des jeunes finalement, et donc finalement... ça pourrait être aussi la pauvreté que chez les jeunes, du coup. Ouais, alors c'est vrai qu'on a une solidarité intergénérationnelle et c'est vrai, c'est les actifs. Hein. C'est pas les jeunes, c'est les actifs. Parce qu'un jeune de 16 ans ou 15 ans, il ne travaille pas. C'est les actifs qui financent les retraités. Dans ces actifs, il y a des trous dans la raquette, il y a des gens qui sont au chômage, notamment chez il y a 5-6 millions de chômeurs, c'est-à-dire à peu près, grosso modo, sur les 6 millions de chômeurs, vous avez une grosse partie en plus qui voudrait travailler plus, mais on ne leur donne pas plus. Et vous avez le chômage des seniors. Donc déjà, il y a des trous dans la raquette sur lesquels on pourrait travailler, ce qui permettrait d'avoir des gens qui financent en plus le système de retraite. Ça, c'est réel. Et après, il faut aussi pas regarder que les inégalités entre générations. Il faut regarder les inégalités à l'intérieur des classes. Et là, elles sont des classes d'âge. Et là, elles sont plus élevées qu'entre générations. Et donc, dans ce cas-là, la vraie question, c'est quoi? Est-ce que les retraités ont plus de patrimoine? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont tous riches? Non, c'est faux. Donc, si la question des patrimoines est un vrai problème, dans ce cas-là, allons taxer les patrimoines. Et on financera indirectement des services publics qui profiteront à l'ensemble de la population. Si on a un problème avec les super retraites, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des super retraites, des hauts fonctionnaires, la retraite de Moscovici va être très élevée. Dans ce cas-là, taxons les revenus très élevés, puisque la retraite est considérée comme un revenu. C'est des questions aussi qu'il faut se poser. Il ne faut pas regarder que l'inégalité intergénérationnelle. Il y a aussi l'inégalité dans les classes d'âge, qui est plus élevée d'ailleurs que l'inégalité intergénérationnelle. Moi, j'ai du mal avec les termes englobants. Quand on dit les jeunes, il y a des jeunes riches, pauvres, avec du patrimoine, aidés ou pas aidés. Quand on dit les vieux, il y a des vieux riches avec du patrimoine, avec des super retraites et d'autres non. La retraite moyenne, c'est 1 600 €. Donc, il y a des retraites où des retraités qui ne gagnent pas énormément d'argent et qui n'ont pas le patrimoine qu'on nous dit. Mais souvent, les retraités ont quand même leur logement qu'ils ont déjà payé au cours des 25 dernières années. Donc, ils n'ont pas ce loyer en plus qu'ont les jeunes à payer. Donc, c'est aussi une grosse différence. Je crois qu'en effet, c'est ce qui permet aux retraités de maintenir leur niveau de vie à la retraite, pour le coup. Bien sûr, mais attention, les retraités ne vont pas vivre éternellement. Vous savez qu'il y a quand même une espérance de vie et que quand ils vont mourir, ces biens immobiliers vont tomber entre les mains de quelqu'un. Il va y avoir un transfert énorme de patrimoine qui va profiter à quelqu'un. Le vrai problème, c'est que ce patrimoine est concentré aujourd'hui entre les mains d'un nombre d'individus de plus en plus faible. Donc cette grande transmission va concerner une petite partie des gens. Mais oui, chaque génération a eu des difficultés, des avantages. Faire comme si nous, on était une génération... Enfin, pas moi et même les plus jeunes, complètement sacrifiés, c'est faux de dire ça. La génération d'aujourd'hui fait beaucoup plus d'études. La génération d'aujourd'hui a beaucoup plus accès aux soins. La génération d'aujourd'hui a des parents plus riches.
globalement. La génération d'avant, ils ne faisaient pas d'études. Seulement un tiers des gens avaient le bac. Ils travaillaient plus jeunes. La génération d'avant, ils avaient moins accès à la santé. La génération d'avant, ils ont vécu des crises. 73, c'est une grosse crise. 79, c'est une grosse crise. Donc, voilà, il n'y a pas eu une génération qui a vécu la belle vie. Encore une fois, dans cette génération-là, il y a eu des inégalités très fortes. Vous dites aux ouvriers s'ils ont vécu une belle vie, quelqu'un qui est né en 50, s'il a vécu une belle vie dans les années 70. Non, il a eu une crise majeure en 73, 79. Il n'a pas vécu la vie qu'on essaie d'imaginer aujourd'hui autour de cette génération-là. C'est faux. Cette génération a des inégalités tout comme la nôtre. Mais surtout, moi, j'avais vu aussi un truc important, c'était que je crois que les générations qui sont nées dans les années 90-2000 ne vivront pas mieux que les générations précédentes. Et ça, c'est la première fois depuis 1945 où on s'enrichit pas et on vivra pas mieux que les parents. Après, tu parles de crise, mais la crise de 2008, c'était quand même une grosse crise qui a impacté aussi toutes ces nouvelles générations. Ah bah bien sûr. Non, mais moi, je dis pas que la jeunesse est gâtée, là. La jeunesse est dans une situation très compliquée. Parce que, en fait, aujourd'hui, un jeune qui a une trentaine d'années, il faut voir ce qu'il a vécu. C'est-à-dire, toute sa vie, il a été bercé de crises. Il a vécu, comme tu l'as dit, la crise de 2008, une des crises les plus fortes depuis 1929. Il a vécu ensuite l'austérité dans la zone euro, qui a fait qu'il y avait des taux de croissance à 0%, etc. Il a vécu les attentats, il a vécu la crise du Covid, il a vécu la crise inflationniste, et derrière ça, il y a la crise environnementale avec la crise climatique. Donc, il est vrai, et d'ailleurs, je pense que dans ces conséquences-là, vous avez des effets très forts sur la natalité. Donc, il a vécu une génération où la crise est devenue quasiment quelque chose de normal. Et c'est vrai. Mais la solution à ça, elle n'est pas à aller chercher en pointant du doigt soit les étrangers ou soit les plus vieux, parce que c'est à peu près ça. En trouvant un couple. C'est pas ça qu'il faut faire. En fait, beaucoup de partis aujourd'hui proposent aux gens des coupables. Ils leur disent, écoutez, votre situation est dure, mais on ne pourra rien faire pour vous. Vous voulez plus de services publics, on ne peut pas. Vous voulez que votre salaire augmente, on ne peut pas. Vous voulez, je ne sais pas moi, des meilleures politiques environnementales, on ne peut pas. On vit dans la mondialisation, ce n'est pas possible. Donc, ce que je vous propose, c'est de trouver un coupable. Donc, le coupable, ça va être soit l'immigré, soit le riche, soit le vieux. Voilà. Et moi, je suis contre ça. Je pense qu'il faut justement essayer d'assurer la cohésion dans notre société, la cohésion sociale, et après, trouver d'autres solutions pour chaque génération. Pour les vieux, avec la dépendance, etc. Pour les jeunes, avec le fait d'avoir accès à un emploi et un cadre de sécurité pour qu'ils puissent rentrer dans la vie, avoir un logement, faire des enfants, etc. Mais pas dénoncer un coupable et ne rien faire. Mais justement, tu l'as dit, on ne peut pas augmenter les services publics, alors même qu'ils se dégradent année après année, et pourtant les impôts n'ont jamais été aussi élevés. Du coup, comment on explique ça et qu'il y a aussi une explosion de la pauvreté ? En fait, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'efficacité de l'argent quand même dans le pays ? En fait, les impôts n'ont jamais été aussi élevés. En fait, pareil, quand on les regarde en pourcentage... ils n'ont jamais autant collecté. Non, nous sommes un pays... Non, tu as raison de le dire. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui sait lever l'impôt et qui collectons l'impôt. Mais en face de cet impôt, il y a des services publics, des prestations qui sont offertes. Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais globalement, la très grosse étude qui avait été faite, le baromètre sur plus de 20 000 personnes sur les services publics, montrait qu'à peu près 70% des gens étaient plutôt satisfaits des services publics. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais 70% étaient plutôt satisfaits. Ce qui veut dire que la plupart des gens ont intégré le fait que si demain tu leur retires la carte vitale, ils vont aller à l'hôpital et on va leur demander leur carte bleue. Ils ont intégré ça, qu'ils vont chez le médecin, que c'est pris en charge et que ce sont des bonnes choses. Ils ont intégré ça, y compris pour une partie de l'école et de l'université. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 8 ans d'études. 8 ans d'études. Ça m'a coûté 4 000 euros. Voilà, avec la sécurité sociale. 8 ans d'études. Un doctorat à la Sorbonne, une des meilleures facs au monde, ça m'a coûté 4 000 euros. Vous pouvez être avocat aujourd'hui, avocat, 4 ans d'études, avec 2 500 euros en France, et avoir les meilleurs professeurs à la Sorbonne ou à Assas ou ailleurs. Donc, vous voyez, c'est quand même ça, on s'en rend compte. Vous allez dans n'importe quel pays et vous payez votre année à l'université, vous vous rendez compte que c'est pas du tout le même prix. Donc, les gens sont quand même conscients de ça. Après, est-ce qu'il y a des améliorations à faire ? Oui. Maintenant, il faut vraiment regarder ce qu'il y a dans la dépense publique. On va la détailler très clairement pour que ça n'alimente pas les fantasmes. La dépense publique, vous avez grosso modo une partie qui finance les salaires des fonctionnaires et les services publics, les administrations publiques, c'est-à-dire les consommations intermédiaires, les bureaux qu'on achète, etc. Cette part de la dépense publique est stable depuis 1978 en pourcentage de PIB. Elle est à 18%. Vous avez une partie, ensuite, qui finance tout ce qu'on appelle les prestations sociales. L'assurance chômage, l'assurance maladie et les retraites. Cette partie, effectivement, elle augmente. Donc, c'est là que ça augmente. Vous voyez, donc, c'est pas les services publics. Les services publics, ils n'augmentent pas. Il faudrait même leur donner un peu plus d'argent. Quand vous regardez les universités, maintenant, où vous avez 2/3 des enseignants qui sont des vacataires, il faut donner plus d'argent. À l'hôpital, 20% de médecins étrangers, il faut créer des postes. Vous voyez, mais l'autre partie, elle augmente.
Et elle va continuer à augmenter parce qu'il va y avoir plus de retraités, parce que avec les retraités, il va y avoir plus de problèmes au niveau de la santé. 80% des dépenses de santé sont après 60 ans. Donc ça va. Et après, l'assurance chômage, ça dépend des crises. Voilà. Pendant le Covid, ça a augmenté. Pendant la crise 2008, ça a fortement augmenté. C'est cette partie-là qui a augmenté. Mais cette partie-là, encore une fois, ne tombe pas dans un trou noir. Quand tu donnes de l'argent aux chômeurs, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter des biens. À qui ça profite? Au secteur privé. Quand tu donnes de l'argent aux retraités, ils ne vont pas le placer en Suisse, etc. Ils achètent, ils dépensent, ils consomment. Donc indirectement, ça profite au secteur privé. Voilà, donc cet argent-là finit quelque part. Il finit dans de la consommation. Donc vous voyez, l'économie, c'est un circuit. Si cet argent tombait dans un trou noir, non, il ne tombe pas dans un trou noir. Il dépense. L'assurance maladie, ça rembourse les médecins, les consultations, ça profite. Les médicaments, ça profite à l'économie privée. Et ça, on oublie trop souvent de le dire. Mais tout à l'heure, tu as dit que le budget de l'éducation nationale était quand même en hausse, mais pourtant, il y a de moins en moins de profs. Comment on explique ça? Pourquoi il n'y a pas assez de profs alors que le budget augmente? Parce qu'il y a une partie du budget qui prend en compte les retraites. Mais c'est qu'ils ne peuvent pas forcément dire sur tous les plateaux télé. Ça, c'est aussi une étude de Jean-Pascal Beaufray qui a expliqué que les retraites étaient cachées dans les différents ministères. Mais est-ce que ça, c'est normal finalement que l'État doive rajouter au pot? Donc tout le monde doit payer pour les retraites des fonctionnaires. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas que des assez fonctionnaires, cotisé? En fait, effectivement, vous avez une partie où c'est des actifs qui payent des cotisations pour des retraités. Et puis vous avez dans certains emplois une déformation démographique. Par exemple, chez les agriculteurs, vous avez 3 fois moins d'agriculteurs. Vous avez une génération qui a cotisé, puis vous en avez moins qui arrivent. Et là, que peut faire l'État? Soit il dit, écoute, on ne paye plus les pensions aux retraités, soit on prend en partie ça. Et c'est le cas aussi chez un certain nombre de fonctionnaires. Vous avez eu des politiques de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, ou de changement de statut. Par exemple, à la Poste, changement de statut, les gens ils rentrent dans le privé. Chez les cheminots, changement de statut. Donc, vous allez avoir, dans certains corps dans certains secteurs, dans certains métiers, des déséquilibres très forts. Mais là, c'est l'État qui doit être le garant de ça, et donc qui vient couvrir ça et payer les retraites. Mais c'est pas que les fonctionnaires, c'est aussi par exemple les agriculteurs qui ont été divisés par 3 et qui sont à la retraite et qui ont le droit d'avoir une retraite, et donc l'État couvre ça. Effectivement. Mais du coup, pour lutter contre cet aléa démographique, est-ce que la retraite par capitalisation n'est pas la meilleure réponse? C'est-à-dire qu'au moins chacun cotise de son côté et on ne se dit pas, s'il y a des changements de variation dans les industries, tout le monde a son argent qui fructifie pendant 40 ans. Alors c'est une idée qui peut être séduisante, mais vous savez, la capitalisation dépend aussi de la démographie. Il faut pas. Enfin, les gens pensent qu'il n'y a pas de problème. Non, la capitalisation prend en compte aussi la démographie. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait? Quand vous avez, un certain nombre de vieux, plus nombreux, qui arrivent à la retraite et qui ont des titres, des placements, ils doivent les vendre pour avoir leur retraite. Ils doivent les vendre. Si vous les vendez à des gens qui sont moins nombreux après, vous avez une offre qui est supérieure à la demande. Et vous avez le prix de ces placements qui diminue. Tu vends à l'international. Si tu vends des actions ou des obligations, il y a toujours à l'international des gens qui vont l'acheter. Dans tous les travaux qui sont sur la capitalisation, il y a un aspect démographique. Les fonds de pension prennent en compte cet aspect démographique également. Je veux dire, il est peut-être moins présent que dans le système de répartition, mais il existe quand même. Et il y a même un terme qui a été utilisé en économie, je ne l'ai plus en tête, mais il y a un terme qui a été utilisé en économie pour décrire... Tu veux que je le dise? Ah, si tu l'as, vas-y, si tu l'as. On fait une coupure, je l'avais noté quelque part. Un terme, une hypothèse qui est intéressante là-dessus. Alors, attends, c'est le mot, vas-y. Ce qu'on appelle le Hassett Meltdown Hypothesis. Ah, oui. Voilà, qui est l'hypothèse que l'asset va diminuer à cause de la démographie. Donc ça, c'est la première des choses. Après, effectivement, là, ça augmente très bien. Il y a eu des périodes, le CAC 40 augmente. Il a augmenté beaucoup ces dernières années avec la politique monétaire très accommodante de la BCE. Mais il peut y avoir des aléas parfois, Et quand ça tombe sur vous, vous n'êtes pas très content. En 2008, il y a eu des aléas. En 2020 aussi. Moi, je me souviens quand dans les années 80 de Catherine Deneuve qui avait fait une pub pour la privatisation de Suez, qui avait dit aux épargnants, achetez, à l'époque, c'est très à la mode d'acheter en bourse. Acheter en bourse, etc. Et puis, dès que Suez est rentré sur le marché, il a perdu de la valeur. Et les Français étaient très fâchés. Donc, encore une fois, tout ça doit être débattu démocratiquement et tranché démocratiquement avec toutes les informations. La capitalisation n'est pas non plus le système le plus sûr au monde. Il profite à ceux qui ont du capital parce qu'il faut placer son capital. Il faut aussi un minimum de compétences de ceux qui le placent parce qu'il faut vérifier quand même les aléas de la bourse. Et il y a aussi un critère démographique qui est à prendre en compte. Donc, est-ce que tout ça en font un système plus sûr que le système par répartition? Je n'en suis pas sûr. Non, mais du moins, ça pourrait être un fonds de pension, pas géré directement par l'État, mais du moins, donc ça permettait aussi d'avoir cette puissance de frappe, un peu comme dans les pays nordiques, par exemple, plutôt qu'en Suisse, où ça serait individuel, donc à la liberté de chacun. Mais par exemple, je crois que quelqu'un qui est au SMIC, c'est 500 € par mois qui part donc dans les cotisations. Donc 500 € par mois pendant 40 ans, ça peut être un bel investissement. Et aussi, pour éviter les risques, quand on est le jour de notre retraite, on ne récupère pas tout notre argent.
on récupère, disons, 1500 ou 2000 euros par mois. Donc ça étale potentiellement aussi les risques par rapport à cela. Et du coup, même s'il y a une crise, t'es quand même moins impacté, puisque dans tous les cas, l'argent, t'en as besoin sur 20 ou 25 ans potentiellement. Et normalement, plus tu te rapproches de ta retraite, plus tu as des obligations, donc il y a moins de risques. Et il faut quand même penser que ça permettrait aussi de financer du coup l'économie en Europe. Donc d'acheter des obligations ou des actions européennes et donc de financer aussi toute l'économie. C'est un cercle hyper vertueux que tu me présentes. Bon, déjà, regardons vraiment les pays qui font de la capitalisation, comme les États-Unis. Est-ce qu'ils ont moins de retraités pauvres que nous? Non. Non, c'est vrai. Là, c'est factuel. C'est vrai. Ça veut dire que notre système de répartition, encore une fois, il a tenu sa promesse. Et peut-être parce que c'est pas obligatoire, non, aux États-Unis. Parce que nous, ça serait obligatoire, donc et géré par l'État. C'est-à-dire que soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne ceci. Ouais, tout à fait. Écoute, si les gens sont d'accord pour que... Parce que finalement, si c'est géré par l'État, alors ce serait... Pas l'État directement, je pense. Voilà, donc là... Parce qu'il y a un risque, et justement... Parce que si c'est géré par l'État, il est le garant aussi de ses mauvais placements. Exactement. Donc à la fin, en fait, en réalité, grosso modo, ce que tu me proposes, c'est que ce soit toujours géré par l'État, mais par capitalisation et par un fonds qui placerait l'argent. Bon, en fait, pas directement par l'État, parce qu'il faudrait quand même s'assurer qu'en cas de crise, l'État ne puisse pas piocher directement dans les retraites des gens. D'accord, là, c'est ce qu'expliquait Bertrand Martineau. Voilà. C'était pour éviter, parce qu'on se doute bien que si d'un coup il y a 500 milliards, c'est un petit cadeau, l'État peut le saisir. Donc il faudrait mettre des règles très strictes pour éviter cela aussi. Quand même. Ouais, voilà. Oui, donc Mais tu as quand même dit un truc très important. Tu as dit la capitalisation, ça profite et ça fait gagner beaucoup d'argent aux gens les plus riches. Ouais, mais donc, vrai. Vu que ça permet aux gens de s'enrichir, on devrait tout le monde en profiter de cet argent, de cet effet démultiplicateur des intérêts composés. Pourquoi le limiter qu'aux gens qui ont de l'argent et riches, alors que tout le monde pourrait en bénéficier? Moi, aujourd'hui, il y a par exemple ce que nous permet notre système de répartition, c'est d'avoir un taux de remplacement qui est plus élevé pour les bas salaires que pour les hauts revenus. Donc nous avons en fait, en plus de système de répartition, un système d'assurance sociale qui est bien, ce qui ne sera pas le cas avec la capitalisation. Après, si c'est une capitalisation forcée en termes de pouvoir d'achat pour les gens, ça ne partira pas en cotisation, mais ça partira sur un fonds, finalement. Donc, mais en même temps, ça permettait, disons que dans notre carrière, on donne 200 000 euros. Au mieux, à la retraite, on obtient 200 000 euros. Avec la capitalisation, ces 200 000 deviendront 800 000 ou 1 million. Mais on n'en est pas sûr. Mais si on regarde les rendements de tous les indices sur les 50 dernières années, mais c'est au mieux positif. Avec la retraite, on récupère au mieux ce qu'on a donné. Et avec l'inflation, donc, on est perdant. Non, mais là, ce que tu me dis, c'est au mieux, avec quelqu'un qui placerait bien l'argent. Alors, probablement, là, c'est vrai que ces dernières années, ça a marché, mais on est face à des bouleversements, on n'est pas sûr à 100% de ce qui se passera. Donc voilà, ce système peut avoir un avantage s'il y a effectivement des rendements qui sont élevés. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui sait bien placer l'argent, qui ne pioche pas dedans s'il y a un problème. Après, en plus, ça veut dire que nos pensions de retraite financeront probablement des entreprises parfois à l'étranger. Ça aussi, c'est... On pourrait dire des entreprises européennes, par exemple, ou françaises. Je sais, tu vois, moi, je suis pas sûr que... moi, j'espérerais me tromper, mais je suis inquiet pour un certain nombre d'entreprises françaises aujourd'hui. Les constructeurs automobiles, je suis inquiet. Le textile, est-ce qu'il y a 30 ans, investir dans le textile, c'était une bonne chose? Non, mais vous voyez, il y a plein... Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, sur la vision de long terme, on a aussi des inquiétudes. Donc, la condition de ça, ce serait que les gens soient des bons investisseurs, qui savent bien placer l'argent, et aussi que les gens aient un minimum de compétences pour surveiller ça. Parce que si ça marche pas à un moment... Donc, on était sûr que ça allait tout le temps augmenter, c'est pas parce que ça a augmenté ces dernières années que ça va augmenter dans les prochaines années. Donc, il n'y a pas que des avantages dans ce système-là. Il n'y a pas que des avantages. Et la preuve en est, c'est même ceux qui l'utilisent de manière individuelle, etc., n'ont pas des meilleures retraites que nous, y compris les pays du Nord, n'ont pas des pensions de retraite, n'ont pas un taux de pauvreté inférieur au nôtre. C'est nous qui avons le taux le plus faible. Et ça, il faut le garder en tête. Nous avons choisi d'écarter les retraités de la pauvreté et nous avons réussi mieux que tous les autres pays. Oui, mais on retire du pouvoir d'achat finalement aux actifs. Mais là, on le retirait aussi, sauf que ça irait dans un fonds. Pour eux-mêmes. Et qui permettra de générer plus d'argent aussi à terme. Les cotisations ouvrent à des droits. Ils ne tombent pas dans un trou noir. Les cotisations ouvrent à des droits. Mais pour des retraites qui seront inférieures quand même. Avec les dernières réformes, effectivement, les pensions de retraite vont diminuer. Ouais, effectivement, avec dernières réformes. Et en fait, justement, moi, quand je vois le taux de natalité qui est de 1,62 en France, même si on peut espérer un rebond,
littéralement impossible quand il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de retraités en fait sur le papier. Donc on va devoir prendre de plus en plus d'argent aux actifs pour donner aux retraités sans augmenter le pouvoir d'achat des retraités pour autant pour le coup. Et donc est-ce que l'inversion de la pyramide des âges condamne pas un peu mais le système mais dans la capitalisation aussi. Mais ça sera un modèle mixte peut-être de capitalisation. Capitalisation et répartition. Mais alors ça reste à définir. C'est ce que veut Gabriel Attal. Mais dans la capitalisation, la question démographique joue. Si on n'investit que dans les entreprises européennes, je ne suis pas sûr que les Chinois aient envie d'acheter nos entreprises européennes, ni les Américains d'ailleurs, ou peut-être en partie. Et la démographie dans un certain nombre de pays ne va pas très bien. Donc, quand ils vont céder leurs placements, ils vont peut-être les céder à des prix inférieurs auxquels ils les ont acquis. Et dans ce cas-là, et puis vous avez aussi un certain nombre de scandales où des fonds de pension américains ont sous-financé un certain nombre de pensions de retraite. Et quand il a fallu toucher, ce n'était pas ce qu'on avait promis. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de système parfait. Et effectivement, la volonté de la capitalisation, même si là, aujourd'hui, on est sur une capitalisation un petit peu, on va dire, en milieu de parcours, c'est-à-dire gérée par l'État avec un fonds souverain, etc. On n'est pas dans ceux qui sont pour une capitalisation parfaitement individuelle comme aux États-Unis, mais la capitalisation a aussi des défauts. Le modèle, la répartition en a probablement également, mais jusqu'à maintenant, elle a réussi à tenir sa promesse. Alors, tout à l'heure, tu as beaucoup critiqué aussi les politiques d'austérité en Europe. Pourquoi elles sont inefficaces selon toi ? Écoutez, le pays qui a appliqué avec le plus de ferveur ces politiques d'austérité, avec le soutien d'un grand nombre de gens, d'experts en France, mais aussi de politiques, c'est la Grèce. La Grèce, aujourd'hui, a un PIB qui est 25% en dessous de celui d'avant la crise. C'est quand même impressionnant. Donc, elle a un PIB quasiment au même niveau qu'en 2002. C'est-à-dire que là, on peut le dire, la génération qui est née en Grèce aujourd'hui est plus pauvre qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc, pour moi, ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Et ils ont appliqué vraiment un régime d'austérité assez impressionnant. Donc, on sait que ça ne fonctionne pas. Et l'Europe l'a appliqué aussi. Et quand vous regardez les taux de croissance de la zone euro entre 2010 et 2015, c'est des taux de croissance extrêmement faibles. Les États-Unis, vous savez, après la crise 2008, ont creusé très fortement les déficits. Ils ont été à 10% de déficit. Ils ont fait un effet rebond énorme. Leur PIB est revenu au niveau d'avant-crise en 3 ans. Nous avons été à 5% de déficit, donc une impulsion budgétaire beaucoup plus faible, et nous avons eu peur, nous avons fait des plans d'austérité. Nous avons mis 10 ans à revenir à notre niveau d'avant-crise. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le vrai décrochage en termes de PIB par habitant entre les États-Unis et l'Europe. Donc cette politique nous a menés droit dans le mur. Et vous savez quoi ? Quand la crise a explosé aux États-Unis et qu'elle est arrivée en Europe, les Européens se sentaient beaucoup mieux formés, beaucoup plus prêts par rapport à la crise américaine. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un déficit, une dette beaucoup plus faible et qu'ils avaient un déficit budgétaire extrêmement faible. Donc ils se sont dit, nous, ça va nous passer dessus. Et la preuve, c'est que non. Ils ont pris la crise de plein fouet et la politique qui a été menée a transformé la crise américaine en une crise de la zone euro. Donc l'austérité, non. Et d'ailleurs, y compris chez nous, quand nous faisons des mesures, alors personne ne veut appeler ça austérité, mais austérité, c'est de la consolidation budgétaire, c'est des économies. Je veux dire, après, il y a différents niveaux d'austérité, mais l'austérité, c'est qu'on fait de la consolidation budgétaire et des économies. C'est ce que nous allons faire. Et bien, tous les organismes vous disent qu'il y a un impact négatif sur la croissance. Vous disent, Eurostat vous dit on va perdre tant de points de croissance avec cette politique-là. Donc vous voyez, il y a deux façons de voir les choses. Soit on fait des économies en pensant que l'austérité, il y a de l'austérité expansive, c'est ce qu'on a pensé avant, c'est-à-dire on va couper et ça va créer de la croissance. Soit vous vous dites quels sont les moteurs de la croissance et vous faites en sorte que la croissance reparte parce que là, tous les déficits, la dette publique sont libellés en pourcentage de PIB. Donc si le PIB augmente plus vite que la dette, notre dette en pourcentage de PIB diminue. À l'inverse, si nous réduisons notre dette par des coupes dans la dépense publique, mais que le PIB baisse encore plus, la dette en pourcentage de PIB va augmenter. Et c'est ce qui s'est passé en Grèce. Mais nous, on ne coupe pas vraiment les dépenses publiques. Elles font qu'augmenter quand même dans le pays. Elles augmentent moins vite que prévu. Parce que vous avez une trajectoire d'augmentation en fonction de facteurs structurels, comme l'augmentation de la population, mais aussi l'inflation. Et nous, on les fait augmenter beaucoup moins vite. En fait, si vous regardez, entre 2020 et 2030, elles augmenteront quasiment pas. Entre 2010 et 2020, elles augmentaient très peu. Et beaucoup moins vite qu'entre 2000 et 2000. Chaque décennie, notre dépense publique augmente moins vite. Ce qui se ressent en fait dans les services publics au jour le jour, c'est qu'on a l'impression qu'on vit sur des investissements passés. Vous voyez, on va à la fac, on se dit ça a été fait il y a 20 ans et on vit avec ça. Et c'est ça en fait qu'on ressent parce que les investissements ne sont pas renouvelés. Mais quand même, quand on regarde l'Espagne, l'Italie, le Portugal,
il y a eu un rebond. Ils sont quand même repartis, ces pays à qui on a aussi imposé un peu d'austérité et qui aujourd'hui sont bien au-dessus de la France pour le coup. Vous savez, quand vous perdez énormément de croissance, quand vous perdez énormément de PIB, il ne peut y avoir qu'un rebond. Par exemple, nous, entre 2010 et 2015, nous avons perdu 1,5 million d'emplois. 1,5 million d'emplois. C'est-à-dire que nous avons mis au chômage 1,5 million de personnes entre 2010 et 2015. Donc, nous touchons le fond. Et ensuite, il y a des recréations d'emplois, ce qui a été le cas à partir de 2015, des recréations d'emplois qui sont des effets de rattrapage. Au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, à partir de 2015, la France est revenue à son niveau de richesse d'avant-crise. Et là, des emplois ont été créés, des emplois nouveaux. L'Espagne a perdu entre 2010 et 2015 3,3 millions d'emplois. Donc, il y a eu un effet de rattrapage ensuite. Et là, on vous dit, il y a de la croissance. Mais vous savez, si on perd 25% de PIB et qu'on a 2-3% de croissance, on n'est toujours pas revenu au niveau d'avant. Donc, il faut faire attention à ça. Ces pays-là ont eu des pertes de richesse énormes qui sont en train de rattraper aujourd'hui petit à petit. Mais la situation est très compliquée pour ces pays. Et je ne souhaite pas du tout que nous vivions la même chose. Alors, je vois des gens qui diront « Ah oui, c'est génial, nous avons vécu une cure d'austérité et maintenant nous faisons des améliorations. Nous avons baissé très fortement les salaires, nous avons baissé très fortement le nombre de fonctionnaires, maintenant nous recrutons. » Mais ça ne voudra pas dire que nous sommes au même niveau d'avant les coupes. D'ailleurs, en France, tu critiques aussi la suppression de l'ISF. Oui. Pourquoi c'était une erreur selon toi ? Parce que l'ISF, il n'y avait aucune raison de le supprimer. Parce que, en fait, c'était quoi l'argument ? Regardons les arguments de base. L'argument, c'était de dire ça fait fuir les riches. Ça, c'est très, très, très clair. Vous le voyez, quand un riche ne veut plus payer l'ISF, il s'identifie tout de suite aux services fiscaux. Il y avait 800 personnes qui partaient, 300 qui revenaient. Donc, en net, on avait 500 personnes qui quittaient la France. Pas que pour l'ISF d'ailleurs, pour d'autres raisons aussi parfois, mais 500 personnes qui quittaient la France, c'est 0,2% des assujettis. Donc, la grande majorité, plus de 99%, payent l'ISF avec leur fortune qui augmentait chaque année, sans aucun problème. La deuxième chose qu'on nous a dit, c'est si on réforme l'ISF, les gens vont récupérer de l'argent qu'ils vont pouvoir investir dans les entreprises. Or là, toutes les études de France Stratégie montrent que la baisse de l'ISF ne s'est pas transformée en investissement. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens ? Ils ont acheté des actions sur le marché secondaire. Donc ça a plutôt servi la spéculation que l'investissement. Donc les deux raisons mises en avant ne sont pas pour moi justifiables. Et on a perdu 5 milliards. On a perdu quasiment 4-5 milliards parce que sur des principes de base, ça faisait fuir les gens alors que ce n'était pas vérifié, et sur le fait de se transformer en investissement sur un pari qui n'a pas été réalisé. Donc c'était pour moi une erreur, effectivement. Ouais. Ça n'empêchait pas les gens d'être riches. La croissance de l'immobilier et des placements financiers à l'époque était bon. Donc la richesse a augmenté. C'était juste une petite taxe. On exonérait une grosse partie de la maison principale. Il y avait une progressivité. Bon, ça rapportait 4-5 milliards. Je ne comprends pas pourquoi on s'est... Je veux dire, la perte des gens qui partaient, elle était de 200-250 millions par an. On a supprimé 4 milliards pour ces 250 millions de pertes. C'est aberrant. Du coup, toi, tu serais plutôt aussi favorable à la taxe Zucman ? En fait, la taxe Zucman, elle est intéressante. Alors, ce n'est pas la solution à tout, mais je la trouve très intéressante. Donc, je suis plutôt favorable. Ce qu'a réussi à montrer du doigt Gabriel Zucman, c'est qu'en fait, on pouvait faire de l'optimisation fiscale à domicile. En fait, le vrai problème aujourd'hui, et qui crée un problème de consentement à l'impôt chez toutes les classes sociales, c'est qu'on se rend compte qu'une partie, et les plus riches, arrivent à échapper à l'impôt. Les gens très riches arrivent à échapper à l'impôt en faisant de l'optimisation fiscale légale, en créant des holdings, c'est-à-dire en faisant en sorte où on appauvrit son patrimoine privé en augmentant son patrimoine professionnel tout en profitant. Et vous avez aussi des grandes entreprises. Le CAC 40 a 1500 filiales dans les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'elles y font ? Il faut se poser la question. Voilà. Parfois des paradis fiscaux qui sont en Europe. Et donc, il y a ce sentiment-là, en fait, que quand on est riche, on échappe à l'impôt par des mécanismes légaux d'optimisation fiscale. Et ça, c'est, je pense, pour quelqu'un qui va ouvrir un commerce, quelqu'un qui a un café, qui a en face de lui un géant du café américain qui fait de l'optimisation fiscale plein pot, là, vous avez une concurrence déloyale. Il se dit, pourquoi moi je dois payer des impôts pour ce gros qui ne paye pas d'impôts ? Et c'est ça aujourd'hui qui se passe en réalité. C'est que la pression fiscale est plus forte sur les petites entreprises, les PME, que sur les gros qui arrivent parce qu'ils ont un contexte, un terrain de jeu mondial pour faire cette optimisation fiscale. Donc, la taxe Zucman et les travaux de Zucman, parce qu'au début, il était vachement sur l'évasion fiscale aussi, dans son livre « La richesse cachée des nations », excellent livre, il montre en fait qu'il y a une partie de la richesse qui échappe à l'impôt et ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Mais justement, tu as dit un point très important, les entreprises américaines sont les championnes, en gros, de l'optimisation fiscale, parce que les GAFAM payent en Irlande. En Europe, pas chez eux. Exactement. Mais finalement, voilà, on veut toujours taxer les Français, donc LVMH, Bernard Arnault, mais on ne dit absolument rien du coup à Zuckerberg ou autres qui font. Mais la taxe Zucman ne les touche pas. C'est-à-dire qu'on veut appauvrir finalement les entrepreneurs français
et ne rien dire aux milliardaires américains parce qu'on a peur, en gros, de la réplique de Donald Trump. Alors, bon, c'est ça, là, ce que dit Zuckman, il le dit très bien. Après, sur d'autres points, il y a par exemple l'impôt qui avait été voté, qui a été porté par l'association ATTAC, qui a été voté d'ailleurs, qui disait qu'il fallait que les entreprises payent l'impôt là où elles créent leur richesse. Ça, c'est une chose qui est parfaitement logique. Je veux dire, sans faire de politique, vous ne pouvez pas être sur un territoire, exercer une activité et payer vos impôts au Luxembourg ou en Irlande. C'est pas possible. Et c'est ce que fait Apple, c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, il payait 0,005% d'impôts tout en profitant d'un marché de 400 millions de consommateurs. C'est pas normal. Mais c'est ce qu'a fait aussi, par exemple, McKinsey, à un moment qui ne payait pas d'impôts sur les sociétés, ce qu'a révélé un rapport du Sénat, tout en faisant du conseil, d'ailleurs, au gouvernement. Donc ça, c'est pas acceptable. Vous voyez. Et ça, c'est des choses qui vont alimenter le débat de 2027 et elles sont normales. Je veux dire, aujourd'hui, j'imagine que la pression fiscale d'Apple est plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Vous voyez. Alors, certes, on a peut-être besoin d'Apple parce que nous n'avons pas de constructeur, et ça, c'est une question qu'on devrait aussi approfondir. Pourquoi nous n'avons pas un constructeur qui puisse faire concurrence à Apple, et pourquoi, en face d'Apple, le seul constructeur qui arrive à lui faire concurrence, c'est Samsung, la Corée, un petit pays divisé en deux en guerre contre le Nord. Comment l'Europe n'a pas réussi à créer un concurrent? Et ça, il faudra se poser la question. Mais après, on ne peut pas profiter de consommateurs dans des pays et aller payer ses impôts dans d'autres pays européens qui sont des paradis fiscaux et qu'il faudrait dénoncer dès le début. Et voilà, mais finalement, du coup, à chaque fois, on se concentre sur les Français et les entreprises françaises, mais à l'échelle européenne, on laisse faire cette optimisation légalement au sein de l'Europe. Et finalement, si on écoute LVMH ou Bernard Arnault, on se dit, c'est qu'eux, ils payent leurs impôts en France et tout, et les autres ne jouent pas le jeu. Attention, moi je suis d'accord avec toi. Il faut pas avoir une concentration. Je ne suis pas pour la préférence nationale, y compris pour l'impôt. Ça, c'est d'autres qui y sont. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui exerce un travail sur le territoire qui doit payer l'impôt. Le CAC 40 français a un certain nombre de filiales. Je te l'ai dit, 1500 filiales, 40 entreprises dans des paradis fiscaux. C'est à Bercy de vérifier si elles ont une vraie activité dans ces paradis fiscaux ou si elles ont une activité uniquement comptable avec des prix de transfert. Et dans ce cas-là, même si c'est légal, parfois il peut y avoir des abus de droit qui peuvent être condamnés. Et ça, on doit le regarder. Mais après, il est scandaleux que Amazon ou d'autres entreprises payent des impôts dans des pays voisins. Mais ça, c'est l'architecture européenne qui a permis ça, qui a permis, via le marché unique, et donc les mouvements des capitaux autorisés dans le marché unique et la concurrence fiscale, de faire en sorte qu'autour des pays qui ont une fiscalité plus forte, comme la nôtre, vous avez des pays qui se créent et qui captent en fait une partie de la richesse. Mais ça, c'est un problème, c'est de notre faute, ça. Je veux dire, c'est pas la question entreprise française, pas française, c'est de notre faute. L'architecture favorise l'optimisation fiscale de manière légale et il faut y mettre fin. C'est surtout la faute des députés européens qui acceptent ça. Oui, des députés. Alors, de plein de gens, hein, parce qu'en fait, il y a quand même tout ça a été théorisé par des économistes, premièrement, parce que la concurrence était géniale, qu'il fallait baisser la fiscalité, que ça allait créer de l'innovation. Et là, on voit bien qu'on a loupé toutes les innovations majeures ces 30 dernières années. Donc, ça a été théorisé. Et puis après, c'est appliqué effectivement par il y a la commission qui refuse parfois de dénoncer le fait que certains États membres sont des paradis fiscaux, parce que probablement idéologiquement aussi, elle rejoint les experts au début qui ont dit que c'était génial qu'il y ait de la concurrence fiscale. Et après, vous avez aussi une partie des députés européens, y compris de gauche, qui sont extrêmement naïfs et qui traitent de la question de l'Europe comme si l'Europe, on était tous des partenaires. Alors que dans l'Europe, il y a une concurrence fiscale, mais aussi sociale. 2/3 des délocalisations se sont faites en Europe. Donc, il ne faut pas être naïf. Donc, c'est pas être anti-européen de critiquer l'Europe, c'est de la regarder comme elle est. Vous voyez ? Mais ça, vous n'entendrez jamais des gens de gauche, je ne vais pas citer de nom pour pas être méchant, mais de gauche vous dire ça. Ils sont eurobéats, naïfs, l'Europe, puissance, l'Europe si. Mais non, l'Europe, surtout l'Europe du siphonnage, moi je pense. C'est du siphonnage de la France en grande partie. Et justement, tu as parlé que l'Europe a donc raté pas mal de révolutions comme l'IA, encore une, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas aussi parce que l'Europe multiplie les normes et ça désavantage les entreprises européennes, mais aussi les Européens, tout en étant aussi très permissive sur plein de produits. Quand on voit par exemple les objets de Chine qui rentrent tranquillement en Europe, la question, est-ce qu'on pourrait faire pareil en Chine ? On sait très bien que ce n'est pas possible. Alors, comment on justifie finalement, pas l'hypocrisie, là, c'est une folie totale de l'Europe qui accepte ce genre de comportement ? Alors, oui, c'est une folie totale, je suis d'accord avec toi. Après, je ne suis pas d'accord avec les normes en soi, qui sont effectivement, parfois, il peut y avoir des normes qui peuvent être ridicules, il faut regarder. Mais le lien entre normes et innovation, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement avéré. Sur l'IA, on régule l'IA avant même d'avoir créé une IA en Europe. Alors, ouais, mais regardons un peu l'histoire. Un des pays qui avait le plus de problèmes en termes de normes et de permis, c'était la Corée du Sud. 299 permis pour ouvrir quelque chose. Est-ce qu'ils n'ont pas innové ces 50 dernières années ? Ça a été un des pays les plus innovateurs, des plus innovants.
Sur la téléphonie mobile, Samsung, LG, sur les voitures, Hyundai, ils ont réussi à construire un constructeur automobile. Enfin, ils ont été extrêmement innovants. Vous regardez en fait les pays qui innovent aujourd'hui. Si on prend les deux gros pays dont on a peur, dont on parle souvent, les États-Unis et la Chine. La Chine n'est pas un pays à économie de marché libérale. C'est un pays où il y a des subventions, des plans, de la planification et où il y a un gouvernement qui décide et qui choisit des gagnants. Les États-Unis, c'est une économie libérale, mais malgré tout, ils savent choisir des gagnants, ils savent aider des entreprises qui fonctionnent bien, ils savent les subventionner. Musk a reçu énormément d'argent public et la majorité des innovations qui ont permis de créer les smartphones, qui ont permis à des entrepreneurs d'émerger, sont des innovations qui ont été financées très fortement par l'État. Internet, le GPS, la reconnaissance vocale, tout ça a eu des financements massifs de l'État, si ce n'est des innovations propres à l'État. Nous, en France, la période où on a le plus innové, c'est la période où nous avions un État stratège. C'est la période où on a fait le TGV, c'est la période où on a fait le nucléaire, c'est la période où on a fait la voiture, le moteur diesel que nous avons choisi. En fait, il y a une vidéo qui tourne souvent en ce moment, je ne sais pas si tu l'as vu sur Instagram, où on voit toutes les innovations de la France des années. Et c'est la France qui avait des grands projets. Et en fait, ces grands projets ont été remplacés par quoi ? Par l'économie de marché. On s'est dit, on arrête d'avoir des plans sur le long terme, on laisse les entreprises faire, on baisse leur fiscalité et on leur met quelques normes pour qu'elles s'ajustent. Force est de constater qu'elles n'ont pas réussi à innover ces dernières années. Nous n'avons pas innové dans l'informatique, nous n'avons pas innové sur le digital et sur l'IA, nous sommes en perte de vitesse. Mais nous avons quand même des champions. En France, nous en avons un Mistral. Et c'est pour ça que la vraie question aujourd'hui, c'est quelle IA nous voulons et comment nous protégeons ce champion. Parce que moi, j'ai peur, vous voyez, que Mistral, il rapporte beaucoup d'argent, mais peut-être que demain, il va être balayé par ChatGPT. Et par capitalisation, si on avait investi sur l'IA, ce serait fini. Et il va peut-être être balayé par ChatGPT. Et ça, ce serait une erreur majeure, parce que nous serons encore une colonie étrangère sur l'intelligence artificielle. Donc, il faut protéger cette IA. Et pour la protéger, il faut lui garantir des débouchés, des entreprises qui l'utilisent en priorité, etc., publiques et ainsi de suite, et empêcher la diffusion de ChatGPT. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ça, sauf que rien n'est fait. Donc, ChatGPT se diffuse, il prend 300 millions d'utilisateurs par semaine en une année, et on laisse faire. Comme on laisse faire les réseaux sociaux. Vous avez vu ce qu'avait dit Emmanuel Macron, il a dit « La Chine nous mène une guerre cognitive avec TikTok ». Il a raison. Donc, on fait quoi ? On ne sait pas. On laisse. En Chine, ils ont un TikTok qui est limité en heures, qui leur permet de visiter des musées. Nous, on a un TikTok qui abrutit notre génération, notre jeunesse, et on laisse faire. Donc, on est d'accord sur les constats, mais on laisse toujours faire. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire l'Europe a été trop naïf. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien, on laisse faire. Voilà, c'est ça le vrai problème. Justement, les États-Unis, ça reste quand même une économie de marché. Et ils ont cette vision long terme parce que j'ai l'impression qu'ils travaillent aussi bien. Public, privé, travaillent la main dans la main. Est-ce que c'est pas ce qui nous manque aussi en France ? C'est qu'on a beaucoup de recherche fondamentale, mais qui ne travaillent pas avec la recherche appliquée des entreprises. Et c'est pas ce pont qu'il manque avec l'État qui pourrait orienter, dire on veut aller dans cette direction sans pour autant distribuer 1000 milliards, mais au moins d'orienter même les gens, même dans l'éducation. On pourrait envoyer les jeunes travailler dans certaines industries, on pourrait faire des études gratuites sur ce qu'on veut développer et payantes pour des autres, par exemple. Alors, c'est vrai que les États-Unis, en fait, n'ont pas été aussi naïfs que nous. Il y avait un économiste qui s'appelait Monsieur Fitoussi, très bon économiste, qui disait les États-Unis sont les premiers créateurs de règles à usage externe. Et ça, c'est vrai. Quand ils se prétendent être l'économie de marché, etc., quand il s'agit de protéger leur industrie, ils la protègent massivement et sans aucune hésitation. C'est-à-dire que dans leur histoire, ils ont même été toujours plus protectionnistes que nous en Europe, contrairement à ce qu'on pense. Après, la deuxième chose, c'est que quand il faut mettre de l'argent, ils ne tremblent pas. Ils sont à 8% de déficit, là. Est-ce qu'ils tremblent ? Non. Ils ont une dette plus élevée que nous. Est-ce qu'ils tremblent ? Non. Alors, oui, ils ont le dollar. Mais nous, on a l'euro. Enfin, l'euro, c'est la deuxième monnaie au monde. Et on tremble. La Chine, là, a réaugmenté ses déficits pour financer son industrie. Est-ce qu'elle tremble ? Non. Donc, nous avons peur de notre ombre par idéologie. Ça, c'est la vérité. Nous n'avons pas voulu protéger les industries, qui ont été parfois rachetées par des Américains. Nous n'avons pas voulu mettre l'argent qu'il fallait, quand il fallait le mettre, parce que, on n'osait pas, et même parfois de l'argent public. Donc, vous voyez, et je veux dire, les Américains, eux, ils n'hésitent pas à faire ça. Alors après, bien sûr, il y a une économie de marché quand même. Il y a effectivement des partenariats publics-privés que nous avons essayé de mettre en place, mais qui n'ont pas été aussi efficaces que ça chez nous. Mais ils ne sont pas l'économie libérale qu'ils prétendent être. Et après, la vraie question, c'est est-ce que nous devons copier forcément ce que font les États-Unis ou ce que font la Chine, et pourquoi on ne devrait pas trouver notre propre voie ? Et nous l'avions très bien trouvé en France. Nous avons été pendant très longtemps un pays extrêmement innovant avec des spécificités. Quand De Gaulle a décidé du plan nucléaire, c'est une spécificité. L'Italie a refusé de le faire, et nous sommes aujourd'hui le pays qui a le plus de réacteurs nucléaires par tête au monde. C'était un choix indépendant de ce que faisait Pierre, Paul ou Jacques. Nous l'avons choisi parce que nous avons estimé que c'était bien pour nous. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nos dirigeants politiques, ils n'oseront jamais faire un choix
en fait, qui soit un choix singulier à la France. Ils feront toujours un choix que lui a fait, que lui a fait, que lui a fait. Et vous savez, la copie est toujours plus mauvaise que l'original. Et aujourd'hui, nos dirigeants politiques, ils ne proposent que des copies pour la France. Le génie français a été tué par une forme d'élite politique qui a toujours dénigré la France et cru que ce qu'il y avait à côté était meilleur. Dans le déni climatique, tu dénonces les élus politiques qui font de beaux discours à l'ONU sur le réchauffement climatique, mais qui font totalement l'inverse chez eux, une fois qu'ils ont les manettes du pouvoir. Est-ce qu'on peut encore croire les élus politiques ? Moi, je pense que la solution, elle est politique, de toute façon. Moi, je suis persuadé que le politique, c'est les choix politiques qui créent les règles économiques et qui créent finalement l'efficacité ou non du fonctionnement de l'économie. Donc la solution est politique. Après, ce que je connais de la politique et ce que j'ai vu autour de moi, c'est que le politique, il défend des choses, mais il a aussi une ambition plus personnelle d'avoir aussi un poste. Ce qui lui fait que le temps politique aujourd'hui, qui est un temps en fait de quelques années, va à l'encontre du temps des décisions de la planification économique, qui est un temps beaucoup plus long. C'est pour ça qu'il n'y a plus de plan à long terme, du coup. Ben oui, mais c'est idiot. Alors là, on essaie avec le commissariat au plan, mais c'est idiot. Sur l'énergie, c'est la chose la plus idiote. L'énergie, les stop and go, c'est la chose la plus idiote. Vous savez, par exemple, sur les panneaux solaires, l'Europe avait une avance parce qu'elle subventionnait massivement ses panneaux solaires. Il y a eu la crise de 2008, on a eu peur pour les déficits, on a arrêté les subventions. Aujourd'hui, nous sommes une colonie de panneaux solaires chinois. Voilà, une erreur de politique économique de long terme. On a voulu faire des économies de court terme, on a tué notre industrie photovoltaïque. C'est ça, les choix idiots de court terme. Et aujourd'hui, il est vrai que la dynamique temporelle de la politique est quand même court-termiste, avec une volonté de garder un poste, ce qui peut miner la confiance qu'on peut avoir parfois envers les hommes politiques, alors même, et je le redis encore une fois, que la solution est toujours politique. On va juste faire le coup des drapeaux. Donc ça, c'est pour... Vert, d'accord. Rouge, pas d'accord. Il faut taxer les riches. D'accord. Il faut taxer les riches parce que leur richesse a augmenté beaucoup plus vite que le reste de la population. Une étude de l'INSEE le montre. Or, dans les années 30 glorieuses, entre 50 et 70, c'est la population qui a vu sa richesse augmenter plus vite que celle des riches. Ça ne veut pas dire que les riches se sont appauvris, mais ils se sont enrichis moins vite que le reste de la population, ce qui a permis de créer une classe moyenne, ce qui n'est plus le cas. Et donc, oui, il faut retaxer les riches. Les classes populaires paient pour les cadeaux fiscaux des plus riches. C'est vrai, oui, en partie, parce que quand vous baissez la fiscalité pour les plus riches, après vous coupez sur la dépense publique, et la dépense publique, c'est finalement le modèle social, le service public, et c'est le patrimoine du pauvre. Donc oui, quand on fait des cadeaux fiscaux, en général, c'est indirectement ou directement repris sur les plus pauvres. Les élus politiques ne comprennent rien à l'économie. Non, je ne mettrai pas tous les élus politiques dans le même panier, mais après, il est vrai que certains vont prendre des positions en fonction de l'ère du temps et de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, et donc parfois, disons-le, ils peuvent être un peu manipulés. La dernière, l'argent fait le bonheur. Je dirais que l'argent est essentiel pour répondre aux urgences du quotidien, mais que ça ne fait pas le bonheur. Et je le vois même avec parfois mes anciens étudiants qui avaient des super carrières dans la finance, dans le conseil, et qui ont tout arrêté pour changer de vie et qui sont plus pauvres et plus heureux. J'ai une ancienne étudiante qui était parmi les meilleures, très brillante, qui est devenue sophrologue après avoir travaillé dans le conseil et qui me dit qu'aujourd'hui elle est plus heureuse. J'ai aussi un autre étudiant qui a été dans le stand-up. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, c'est un luxe de pouvoir changer de vie, souvent. Moi je pourrais pas. Voilà, faut avoir de l'argent, avoir accumulé, ou avoir une femme qui peut vous aider, ou un mari qui peut vous aider, ou des parents qui peuvent vous aider. Mais je connais beaucoup de gens qui cherchent à avoir du sens dans leur vie plutôt que de l'argent. Donc, une fois qu'on a rempli, je veux dire, cette urgence du quotidien, c'est-à-dire pouvoir partir quand même un peu en vacances, se nourrir, ne pas avoir peur des fins de mois difficiles, la question de l'argent, elle devient moins importante par rapport à la question du sens dans sa vie et de ce qu'on va laisser. C'est vrai. Thomas, écoute, on arrive au bout de cet épisode. Je te remercie en tout cas d'être venu sur ce podcast. Moi aussi, je te remercie beaucoup. Écoute, c'était hyper intéressant. Je pense que les gens aussi en ont appris un peu plus. Écoute, sur ton parcours, mais aussi ce que tu défends beaucoup à la télé pour le coup. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner. Je remercie également le studio du Revenu qui m'a accueilli. Vous allez voir, il est magnifique encore une fois. Donc, merci à tous. N'hésitez pas également à suivre Thomas sur Instagram. Je mettais également le lien dans la description ainsi que du site Le Revenu. En tout cas, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci à vous.